VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 19 juin 2023. Il est 19h30 temps universel. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui. Voici le sommaire. Les rebelles des ADF actifs dans l'est de la RDC recevraient un soutien financier du groupe État islamique, selon des experts de l'ONU. Au Soudan, aucun combat n'a été signalé à Khartoum au deuxième jour de la trêve de 72 heures qui doit prendre fin mercredi entre militaires et paramilitaires. Le Kenya et l'Union européenne ont signé ce lundi à Nairobi un accord commercial qui donnera au Kenya un accès libre de droit à l'UE, son plus grand marché. La Chine et les États-Unis veulent stabiliser leurs relations, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de sa visite ce lundi à Pékin. À suivre aussi la minute économique et les sports, mais pour commencer, le journal. Les rebelles des ADF, Forces démocratiques alliées, rebelles actifs dans l'est de la RDC, recevraient un soutien financier du groupe État islamique et chercheraient à étendre leur zone d'opération. C'est ce que révèlent les experts de l'ONU dans un rapport. Rosine Mounezero. Dans son dernier rapport dont la diffusion est prévue cette semaine, le groupe d'experts de l'ONU sur la RDC affirme que l'État islamique a fourni un soutien financier aux ADF depuis au moins 2019 par le biais d'un système financier complexe impliquant des individus dans plusieurs pays du continent, émanant de la Somalie et passant par l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Ouganda. Mais leur financement par l'État islamique n'avait jusqu'à présent pas été documenté. Les experts indiquent également que les ADF ont envoyé des combattants ou des collaborateurs en mission de reconnaissance pour tenter d'étendre leur zone d'opération au-delà des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon eux, ils ont cherché à recruter et à mener des attaques à Kinshasa, ainsi que dans les provinces congolaises de la Chopo, du Haut-Ouélé, dans le nord-est et du sud Kivu. À l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans implantés dans l'est de la RDC depuis les années 1990, les ADF ont prêté allégeance en 2019 à l'État islamique qui revendique certaines de leurs actions et les présente comme sa province d'Afrique centrale. Ils sont parmi les plus meurtriers dans cette région, accusés d'y avoir tué des milliers de civils. En Ouganda, 20 collaborateurs des rebelles des ADF, Forces démocratiques alliées, ont été arrêtés après l'attaque d'un lycée dans l'ouest du pays. Attaque qui a entraîné la mort d'au moins 37 personnes, majoritairement des étudiants, dont un dortoir a été incendié. Un précédent bilan faisait état de 25 morts et de 8 personnes blessées se trouvant dans un état critique. Malheureusement, 37 corps ont été découverts et transportés à la morgue de l'hôpital de Bouéra, a déclaré samedi dans un communiqué le porte-parole des forces de défense du peuple ougandais. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié d'historique la mission africaine qui, en fin de semaine, s'est rendue en Ukraine puis en Russie pour proposer sa médiation dans la guerre en Ukraine. C'est la première fois que des dirigeants africains se lancent dans une mission de paix au-delà des rives du continent, a déclaré M. Ramaphosa dans son bulletin d'information hebdomadaire. Les propositions de paix africaines se résument en 10 points, parmi lesquels la reconnaissance de la souveraineté des pays, telle que reconnue par l'ONU, la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire, la libération des prisonniers de guerre. M. Zelensky a rejeté l'offre de médiation africaine, estimant que permettre une négociation avec la Russie maintenant, quand l'occupant est sur notre terre, signifie geler la guerre. De son côté, le Kremlin a estimé que le plan africain était très difficile à mettre en œuvre, tout en assurant que le président Poutine avait manifesté son intérêt pour l'examiner. Le Soudan observe une deuxième journée de cessez-le-feu après 9 mois de combat entre factions militaires rivales. Pendant ce temps, Genève a pris une conférence internationale sur l'aide humanitaire. Eric Manirakiza. Depuis dimanche matin, les raids aériens et les bombardements d'artillerie ont cessé sur la capitale. Lundi, au deuxième jour de la trêve de 72 heures, aucun tir n'était entendu à Khartoum. Près de 2,5 millions de personnes ont fui leur foyer, selon l'OIM, dont 550 000 qui ont trouvé refuge dans des pays voisins. Les belligérants se sont engagés à laisser passer l'aide humanitaire dans le pays, mais les médicaments et les vivres restaient rares car les organisations humanitaires peinent à circuler. Selon l'ONU, 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, ont aujourd'hui besoin de l'aide humanitaire pour survivre. La conférence de Genève, parrainée par l'Arabie saoudite, a pour but de dégager des fonds pour financer cette aide,
alors que les agences de l'ONU disent n'avoir pas reçu un 5e des financements dont elles ont besoin. Ces agences doivent aider les pays voisins du Soudan plongés dans une crise économique ou en proie à des violences à accueillir les réfugiés. Djibouti a condamné ce lundi des actes de vandalisme contre les locaux de sa chancellerie à Khartoum, capitale du Soudan, théâtre de combat depuis plus de 2 mois. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, a dénoncé avec fermeté sur Twitter le pillage de ses biens à la chancellerie de Khartoum en publiant des photos de portes forcées et de vitres de voitures brisées. Je préfère parler de vandalisme car Djibouti reste un médiateur entre les deux belligérants et ne fait aucune ingérence, a déclaré Alexis Mohamed, conseiller spécial du président de Djibouti. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a annoncé ce lundi à Tunis l'octroi par la France de près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour l'aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Cette aide va permettre à la Tunisie d'acquérir des équipements nécessaires et organiser les formations utiles, notamment de policiers et gardes frontières tunisiens, selon M. Darmanin. De nombreux migrants originaires d'Afrique subsaharienne arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe. Certaines portions du littoral tunisien se trouvant à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le Kenya et l'Union européenne ont signé ce lundi un accord commercial lors d'une cérémonie à Nairobi. Il s'agit du premier accord de grande envergure depuis 2016 avec un pays d'Afrique, continent où Bruxelles cherche à tisser des liens économiques plus étroits et contrer l'appétit chinois. John Lyndon. Aujourd'hui est un moment de très grande fierté pour le Kenya et je crois pour l'Union européenne, a déclaré le ministre kényan du Commerce, Moses Kuria, après la signature de l'accord de partenariat économique avec le commissaire européen au commerce. La cérémonie était présidée par le président kényan William Ruto. Une fois entré en vigueur, cet accord donnera au Kenya un accès libre de droit à l'Union européenne, son plus grand marché où il envoie environ 1/5 de ses exportations. Il s'agit principalement de produits agricoles comme le thé et le café et de 70% de ses fleurs. Le Kenya ouvrira de son côté progressivement son marché avec des réductions de taxes graduelles sur 25 ans. Ce partenariat Union européenne-Kenya va stimuler le commerce et ouvrir de nouvelles opportunités pour les travailleurs, les entreprises et les citoyens, a réagi sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken achève une visite de 2 jours en Chine. Il a déclaré ce lundi à Pékin avoir fait le constat avec les dirigeants chinois de la nécessité de stabiliser les relations bilatérales tout en restant lucide sur les profonds désaccords. Nani Talani. J'ai insisté sur le fait que des contacts directs et une communication soutenue au plus haut niveau constituent le meilleur moyen de gérer les différences de manière responsable et de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit, a déclaré Antony Blinken. J'ai entendu la même chose de la part de mes homologues chinois. Nous sommes d'accord sur la nécessité de stabiliser nos relations, a-t-il ajouté. Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années sur des dossiers comme Taïwan, la minorité musulmane des Ouïghours ou encore la rivalité dans les technologies dont Washington a restreint l'accès aux entreprises chinoises. Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années sur des dossiers comme Taïwan, la minorité musulmane des Ouïghours ou encore la rivalité dans les technologies dont Washington a restreint l'accès aux entreprises chinoises. Nous voulons voir le succès dans toutes les parties du monde, y compris bien sûr dans les grandes économies comme la Chine, mais en même temps, il n'est pas dans notre intérêt de fournir à la Chine des technologies qui pourraient être utilisées contre nous, a souligné M. Blinken, accusant Pékin de développer de manière opaque son programme d'armes nucléaires. Par ailleurs, il dit avoir demandé à Pékin d'user de son influence sur la Corée du Nord pour qu'elle mette fin à ses tirs de missiles dans l'intérêt de la communauté internationale. Sur Taïwan, Antony Blinken a affirmé que Washington ne soutient pas l'indépendance du territoire insulaire dont Pékin n'a jamais renoncé à s'emparer par la force.
L'Iran a accusé une vingtaine de pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la France, d'avoir été impliqués dans le mouvement de contestation déclenché en Iran par la mort de Mahsa Amini en septembre. Dans un entretien au site du guide suprême Khamenei.ir, le chef du service de renseignement des gardiens de la révolution, Mohamed Kazemi, a évoqué l'utilisation par ces pays de ressortissants non européens comme des Afghans, des Pakistanais et des Irakiens pour collecter des informations sur l'état des troubles. Il a aussi mis en cause l'activité de diplomates de l'ambassade de France à Téhéran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani. Le Kenya et l'Union européenne ont signé ce lundi à Nairobi un accord commercial qui, une fois entré en vigueur, donnera au Kenya un accès libre de droit à l'Europe, son plus grand marché où il envoie 1/5 de ses exportations, principalement des produits agricoles. Cet accord assure un marché prévisible pour les agriculteurs kenyans, s'est félicité le président William Ruto. Ce partenariat va stimuler le commerce et ouvrir de nouvelles opportunités pour les travailleurs, les entreprises et les citoyens, a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Ouganda s'attend à des dépenses totales de 52 700 milliards de shillings au cours de l'exercice 2023-2024, révèle un projet du budget consulté par Reuters. Kampala devrait dépenser 8,7 milliards de shillings pour le remboursement de sa dette extérieure au cours du prochain exercice budgétaire. Pour terminer, le FMI travaille sur une plateforme et un cadre réglementaire commun pour les monnaies numériques des banques centrales afin de permettre les transactions plus efficaces entre pays. Nous avons besoin de systèmes qui connectent les pays et évitera un vide qui sera probablement comblé par les crypto-monnaies, a déclaré ce lundi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d'une conférence à laquelle ont participé les banques centrales africaines à Rabat au Maroc. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonsoir Mohamedou. Football pour commencer, les États-Unis remportent la deuxième Ligue des Nations de la CONCACAF. Tout à fait, ils ont battu le Canada 2-2 hier dimanche en finale, grâce notamment au premier but en sélection de Folarin Balogun, qui a pris la nationalité sportive américaine le mois dernier. Les États-Unis demeurent les seuls vainqueurs de cette compétition regroupant les nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, créée en 2021, qu'ils avaient à l'époque remporté aux dépens du Mexique après les tirs au but, 3-2. En Ligue des Champions, l'Espagne s'impose 5 tirs au but à 4. Plus de 10 ans après avoir régné sans partage sur le monde, l'Espagne revient vers les sommets par une route plus étroite. La Ligue des Nations remportée contre la Croatie après pénalty 5-4, qui a encore laissé échapper l'or dimanche à Rotterdam. Après avoir remporté l'Euro 2008, le Mondial 2010 et l'Euro 2012, la Rora succède au Portugal 2019 et à la France 2021 au bout de la première finale de ce nouveau tournoi joué au tir au but. La Croatie, spécialiste de l'exercice, s'incline après 4 succès aux mondiaux précédents. Guardiola espère conserver Gundogan, convoité par le Barça. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé ce lundi l'intérêt du FC Barcelone pour son milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan en fin de contrat, mais qu'il espère prolonger. J'espère qu'il restera avec nous. S'il va au Barça, ce serait une recrue extraordinaire. Nous faisons tout pour qu'il reste, a-t-il assuré au sujet du milieu de 32 ans. Guardiola s'est adressé aux médias avant de participer lundi au Trophée des légendes, un tournoi de golf réunissant d'anciens joueurs de football dans la ville catalane de Torroella de Montgrí. En NBA, Lou Williams, 6e homme émérite, prend sa retraite. Lou Williams, 3 fois désigné meilleur 6e homme de la saison en NBA, a annoncé dimanche dans une vidéo sur YouTube qu'il prenait sa retraite à 36 ans après 17 saisons au plus haut niveau. Le meneur ou arrière qui n'avait pas trouvé de club lors du précédent exercice a disputé son dernier match avec les Hawks d'Atlanta en 2022. Williams, qui n'a été titularisé que 122 fois en NBA, est le joueur remplaçant
le plus prolifique de l'histoire avec 13 396 points inscrits. Merci Eric. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. La journée mondiale des réfugiés sera célébrée demain mardi 20 juin, une occasion pour les réfugiés rwandais et burundais vivant dans l'est de la République démocratique du Congo de rappeler qu'ils vivent dans des conditions difficiles, en partie à cause du manque d'assistance des organisations humanitaires. Les défenseurs des droits des réfugiés appellent les autorités congolaises et les organisations humanitaires à l'aide. Zanem Netizaïdi s'est entretenu avec des réfugiés. Voici son reportage depuis Goma, la capitale du Nord Kivu. Mouka Moussoni Venansi vit avec ses 7 enfants dans une maison faite de vieilles planches. Les toits dégradés laissent l'eau s'échapper des fois. Mais c'est devenu une maison temporaire grâce à l'offre généreuse d'un habitant de Goma. Venansi a fui le Burundi en raison du conflit dans son pays pour se trouver dans une autre zone en conflit, l'est de la RDC. Les conditions de vie, dit-elle, ne sont pas bonnes. Je dors par terre. Je n'ai pas de lit. Je mets une bâche, puis je mets une natte par-dessus et je m'allonge dessus. Pour Venansi, subvenir aux besoins de ses enfants est un combat. Mais pour l'instant, Venansi a trouvé un travail domestique pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous faisons aussi des travaux ménagers et nous sommes payés tous les jours. Si nous ne faisons pas ce travail, nous ne pouvons pas trouver de nourriture. Tuzeimana Esther, réfugiée du Rwanda, a fui son pays après le génocide de 1994 et vit depuis en RDC. Veuve et mère de 6 enfants, Esther dit qu'elle vit une situation similaire. Pour trouver de la nourriture, je dois porter des colis pour les gens. Je vais souvent dans la forêt pour chercher du bois. Je porte aussi des sacs de braises. Les enfants portent aussi des colis au marché. Voilà la mauvaise situation dans laquelle nous vivons. Il y a quelques jours, Esther a perdu dans un accident son fils qui était conducteur de moto-taxi. Elle raconte qu'il était le principal soutien des familles et qu'il jouait le rôle des pères. En regardant ces photos, elles font alarme. Il n'y a plus rien à espérer. C'est lui qui s'est occupé de nous. Les organisations humanitaires ne m'ont pas aidé quand j'ai perdu mon fils. Elles ne m'ont rien donné. Elles m'ont laissé me battre seule au lieu de venir compatir. Les organisations de défense des droits des réfugiés appellent les autorités congolaises et les organisations humanitaires à venir en aide aux réfugiés qui, selon elles, sont exclus. Kulihoshi Musikane est défenseur des droits des réfugiés. Ils doivent être inclus dans toutes les assistances humanitaires qui existent. C'est regrettable que la question des réfugiés n'est pas mentionnée dans plusieurs interventions humanitaires qui existent actuellement. Or, c'était une opportunité aussi de soulever ça et s'assurer que les réfugiés ne sont pas exclus. En mai, les Nations Unies ont organisé une réunion entre les autorités de la RDC et du Rwanda afin de faciliter un éventuel rapatriement volontaire de réfugiés congolais et rwandais accueillis dans leurs pays respectifs. Cependant, certains réfugiés disent qu'ils ont des préoccupations en matière de sécurité dans leur pays d'origine et qu'ils sont réticents à rentrer. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Washington Forum cette semaine avec Alexandrine Rolognon. De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. C'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale du réfugié. Une journée célébrée chaque 20 juin pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leur milieu de vie. Selon les Nations Unies, à la fin de 2022, on compte plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Qu'est-ce qui est fait dans les différentes zones de conflit en Afrique pour aider les personnes déplacées à retrouver leur communauté d'origine?
Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h en temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié d'historique la mission africaine qui, en fin de semaine, s'est rendue en Ukraine puis en Russie pour proposer sa médiation dans la guerre en Ukraine. Quel pourrait être l'impact de cette mission sur le conflit ukrainien? Suivez l'analyse du docteur Isiaka Souare, consultant expert international spécialisé sur les questions de paix, de sécurité et de médiation. Il répond à Alexandrine Olognon. Est-ce qu'il est opportun d'avoir une mission de paix actuellement en Ukraine? Oui, parce qu'à peu près une année après le début de ces hostilités entre la Russie et l'Ukraine et ses alliés occidentaux, on se rend compte qu'avoir une victoire militaire décisive n'est peut-être pas réaliste ou ça va être très très coûteux. Donc je pense que c'est tout à fait opportun d'avoir une médiation pour essayer de mettre fin à ces conflits. Est-ce que l'engagement africain est opportun aussi? Oui, pourquoi pas. L'Afrique fait partie de la communauté internationale et il y a eu dans le passé aussi des initiatives africaines abouties ou non, comme il y a eu aussi des initiatives d'autres pays, d'autres contrées, d'autres nations qui n'ont pas abouti. J'aimerais également votre avis sur le contenu même de cette mission africaine, les propositions des pays africains qui se résument en 10 points, parmi lesquels une désescalade des deux côtés, la reconnaissance de la souveraineté des pays tels que reconnus par l'ONU, les garanties de sécurité pour toutes les parties, entre autres. Selon les déclarations des deux pays concernés, l'Ukraine et la Russie, à la suite de cette mission, est-ce qu'on peut affirmer que ce message des pays africains a été reçu par les deux parties? Non, je pense que les points qui sont là sont les points de discussion et quand on dit de respecter la souveraineté des pays, je pense que c'est un principe universel. La compréhension des parties en conflit peut être différente, mais je pense que ça, c'est des propositions qu'on met sur la table pour y inviter les parties. Et une fois ils sont là, dans ces propositions, ces points, peuvent vous connaître des transformations, des modifications pour l'adapter à l'entente et à l'accord mutuellement accepté par les parties auxquels ils peuvent arriver. Un dernier point, c'est le timing même de cette mission en Ukraine et en Russie. De par le passé, parlons du début de ce conflit ukrainien, certains pays africains n'ont pas condamné ouvertement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourquoi maintenant? Pourquoi une mission africaine maintenant? Les observateurs qui s'attendent à ce que des pays aient condamné quelque chose avant de pouvoir être médiateurs, ils passent à côté. Un médiateur ne doit pas avoir pris publiquement position en faveur ou contre une des deux parties entre lesquelles il veut intervenir. Donc ça, ce n'est pas connaître la logique et le fondement de la médiation pour ceux et celles qui avancent de telles critiques. Le fait que les pays africains n'ont pas pris position les met dans une bonne position justement de faire la médiation. C'était le docteur Isiaka Souare, consultant et expert international spécialisé sur les questions de paix, de sécurité et de médiation. Au Nigeria, le Parlement fédéral a adopté un projet de loi punissant tout enseignant qui ferait des avances sexuelles aux étudiants. Le nouveau projet de loi vise à protéger les étudiantes qui se disent de plus en plus victimes d'abus sexuels dans les milieux universitaires. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja. Le projet de loi sur la prévention, l'interdiction et la réparation du harcèlement sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur a été présenté pour la première fois en 2016, mais n'a pas été adopté par les deux chambres du Parlement fédéral. Pour les activistes qui militent pour la protection des droits des femmes, l'adoption de ces projets de loi par le Parlement fédéral est une bonne nouvelle. Il y voit aussi un signe positif puisque le projet a été adopté quelques jours seulement après l'arrivée au pouvoir du nouveau président Bola Ahmed Tinubu. Ruth Okafor travaille pour Code, une des organisations de la société civile qui milite pour la protection des droits des femmes.
Il y a quelques années, avec le scandale de la vidéo baptisée « Note pour sexe » a été publiée sur les réseaux sociaux à travers l'Afrique. Ils ont vu la nécessité de ce projet de loi et les organisations de la société civile se sont impliquées pour assurer que le projet de loi voit le jour. Je me souviens des tractations au Parlement fédéral. Je suis vraiment contente parce que le Sénat et la Chambre des représentants ont vu la nécessité de ce projet de loi. Le texte contient des dispositions plus complètes pour punir le harcèlement sexuel contre les étudiantes par leurs enseignants. Stéphanie Oumuzo est étudiante de l'université d'Abuja. Elle s'est dit victime. Je n'y ai vraiment pas pensé à cette époque. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'y pense, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. À part le fait que nous étions dans un environnement qui regroupe les étudiants et des enseignants, il était beaucoup plus âgé que moi. Cette personne pourrait en fait être mon papa. Il ne savait pas si j'avais l'âge ou non. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas être autorisé. Quelque chose que j'aurais dû dénoncer, mais honnêtement, je n'y ai pas pensé à ce moment-là. C'est quelque chose que nous devons interdire en tant que pays. Certains estiment que la nouvelle loi ne suffit pas pour combattre ces fléaux. Farouk Bibi est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja. On peut toujours faire mieux quand il s'agit des questions liées au caractère et à la moralité dans la société. Je pense que cette nouvelle loi ne va aborder qu'une petite partie. C'est au moment où les étudiants et les enseignants entretiennent une relation. Pratiquement dans tous les aspects de la vie dans ce pays, il y a une interaction entre les sexes opposés. Il y a des éléments d'intimidation et d'immoralité. Au départ, le syndicat du personnel académique des universités s'était opposé au projet de loi, dénonçant une atteinte à l'autonomie des universités. Après une campagne de sensibilisation menée par des organisations de défense des droits des femmes dans les universités nationales, plus d'une centaine d'institutions d'enseignement supérieur ont adopté des stratégies visant à combattre le harcèlement sexuel. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique. Vous écoutez VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Ici aux États-Unis, effectivement, aujourd'hui est la fête fédérale du Juneteenth qui commémore l'émancipation des esclaves américains. Le 19 juin 1865, un jour après la fin de la guerre civile, des soldats américains sont arrivés dans la ville insulaire de Galveston, au Texas, pour informer les esclaves qu'ils étaient désormais libres. Contrairement aux esclaves libérés dans d'autres parties du Sud, la plupart de ceux du Texas ont été maintenus en servitude jusqu'à l'arrivée de l'armée fédérale. Alors que la fête est maintenant célébrée dans tout le pays, elle revêt un caractère spécial pour les habitants de Galveston. Reportage de Greg Fleckus, récit de Nani Talani. La célébration du Juneteenth à Galveston a commencé plusieurs jours avant la date proprement dite, avec des pique-niques, des défilés et des concerts. Juneteenth célèbre la culture noire et ses contributions à la culture en général, mais son importance est enracinée dans son histoire, selon l'organisateur de l'événement, Sam Collins. Une histoire que retrace une peinture murale de 460 mètres carrés au centre-ville de Galveston, honorant le général Gordon Granger, ses troupes majoritairement noires et les personnes qu'elles ont libérées. Il n'y avait qu'environ 1200, un peu plus d'1 millier d'esclaves sur l'île. Mais après le 16 juin, le message s'est répandu depuis l'île. Et ces 1200, plus l'autre quart de million d'esclaves au Texas, ont gardé vivante l'histoire orale de ce qui s'est passé ici à Galveston. Juneteenth représente un profond lien émotionnel pour de nombreux Africains-Américains, mais certains Blancs le soutiennent également, comme Ronnie Hall de Baytown, au Texas. Je pense que cela a peut-être commencé uniquement pour les Noirs, mais cela a pris de l'ampleur. Oh, wow, bien sûr. Il y avait plus de gens de toutes les races sur les plages de l'île le week-end que lors des événements de Juneteenth. Mais certains habitants et visiteurs ont apprécié le défilé du 19 juin, à l'instar de Taiwan Parsons, vétéran de l'armée américaine, venu de Louisiane pour célébrer Juneteenth à Galveston.
Il est important de se souvenir de ce qui s'est passé, mais ne nous laissons pas définir par le passé. Profitons de cette période pour non seulement célébrer la liberté acquise par les habitants de Galveston, mais aussi pour nous rappeler de nous tourner vers l'avenir afin de préserver notre liberté. Taiwan Parsons s'inquiète des tentatives de certains politiciens de cacher des aspects de l'histoire qu'ils trouvent dérangeants, y compris l'esclavage. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations sur notre site web voaafrique.com, sans oublier nos plateformes YouTube, Twitter et Facebook. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.